Bonjour à tous. Je m'appelle Lydia Bouchlaghem. Je suis doctorante en 3e année au sein du laboratoire CRUSIC à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Je viens aujourd'hui vous présenter ma recherche doctorale intitulée Ordonnancement des blocs opératoires en chirurgie ambulatoire, aujourd'hui chirurgie ambulatoire et IA. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement mon parcours. En 2015, après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, j'ai opté pour une licence en système d'information et logiciel, suivie d'un master en IA. Après l'obtention de mon master, j'ai occupé le poste de développeuse web full stack pendant 7 mois dans une entreprise. Et en 2022, j'ai décroché mon doctorat en informatique. Voilà. Pour commencer, une petite introduction. Qu'est-ce que la chirurgie ambulatoire? La chirurgie ambulatoire est une intervention chirurgicale programmée et réalisée dans les conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité d'un bloc opératoire, sous une anesthésie de mode variable, suivie d'une surveillance post-opératoire permettant sans risque majoré la sortie du patient le même jour de son intervention. Dernièrement, la France a connu un tournant grâce à l'essor de la chirurgie ambulatoire, où on a enregistré près de 4 millions de séjours en ambulatoire avec un taux national de 62%. Le potentiel de la chirurgie ambulatoire reste important, avec 1,21 million d'interventions potentiellement transférables en ambulatoire, ce qui représente une progression potentielle du taux pour arriver à un taux de 81%. Voilà. On passe maintenant à la présentation de notre étude de cas qui est le CHU de Reims. Le CHU de Reims dispose d'une unité de chirurgie ambulatoire, UK, qui est ouverte en 2005. Cette unité fait partie du pôle interventionnel de l'hôpital Robert Debré et utilise efficacement les ressources techniques de ce dernier. Plusieurs actes et pratiques chirurgicales sont pratiqués au sein de l'UK, notamment l'ophtalmologie, l'ORL, la chirurgie plastique et ainsi de suite. Voilà. Nous collaborons pour notre travail avec l'UK. Typiquement, l'organisation de la chirurgie ambulatoire s'articule autour du parcours patient. Le parcours patient est organisé en 3 étapes. La première étape qui correspond au patient au J-1, la veille de l'intervention, où l'infirmier du parcours va se charger de vérifier les dossiers médicaux des patients et va vérifier la concordance des heures. Il va se charger des appels de veille qui consistent à remplir la checklist. Qu'est-ce que la checklist? C'est une liste une liste à remplir en appelant le patient la veille et par exemple lui donnant des directives à suivre, lui rappelant qu'il doit venir à jeun, des trucs comme ça. L'étape 2 qui est le patient au jour J, le jour de l'intervention. Ici, dès l'arrivée du patient au centre de chirurgie ambulatoire, il sera accueilli par l'infirmière de l'accueil qui va vérifier son dossier médical administratif. Par la suite, il sera pris en charge par l'infirmière de parcours qui va le préparer pour son intervention. Il sera par la suite transféré vers le bloc opératoire pour être opéré. Après l'opération, si le patient nécessite une surveillance post-opératoire, il sera transféré vers la salle de surveillance post-interventionnelle, la SSPI. Sinon, où il va attendre l'autorisation du médecin anesthésiste pour sortir. Sinon, s'il ne nécessite pas de surveillance post-interventionnelle, le chirurgien va donner l'autorisation au patient de sortir du centre. L'étape 3, le lendemain de l'intervention, l'infirmière ou l'infirmier du parcours va se charger d'appeler les patients afin de regarder avec eux les suites opérationnelles, vérifier leur état de santé, leur donner des directives à suivre en cas de complications post-opérationnelles, etc. Voilà. Maintenant, je vous présente les besoins d'optimisation de l'UK en concordance avec les attentes et les nécessités des patients. Dans un premier temps, nous voudrions optimiser l'utilisation des ressources matérielles
humaine au sein de l'UQA, tout en améliorant le parcours patient, en minimisant les durées d'hospitalisation et les temps d'attente des patients. Donc, ce qui donne naissance à notre problème qui est l'ordonnancement des blocs opératoires en chirurgie ambulatoire. Donc, pour la présentation du problème considéré, donc ici, nous considérons le problème d'ordonnancement des blocs opératoires en chirurgie ambulatoire en prenant en compte 3 contraintes principales. Donc, la première contrainte qui est le parcours patient, ici organisé en 3 phases distinctes. On a la première phase qui est la phase de la consultation préopérative. Donc ici, le patient est préparé pour sa chirurgie. Ensuite, la phase de l'opération où le patient sera anesthésié et par la suite opéré. Et finalement, la phase post-opératoire où le patient sera transféré vers une salle de réanimation ou de réveil pour se rétablir. L'affectation de ressources, donc nous considérons dans ce problème un ensemble de ressources telles que les salles opératoires, les lits de préparation et les lits de réveil. Et finalement, une stratégie de planification en bloc qui est adoptée par l'hôpital de Reims et qui consiste donc à allouer des salles opératoires à des spécialités chirurgicales pendant des périodes de temps prédéfinies. Pour la modélisation, donc, le centre de chirurgie ambulatoire est organisé de la manière suivante. Donc, on a un patient qui arrive au sein du centre de chirurgie ambulatoire et qui passe par 3 étages. Donc, le premier étage va correspondre à la phase préopératoire où on dispose d'une salle de préparation avec un nombre de lits identique. L'étape 2 correspond à la phase périopératoire où on a un bloc opératoire avec un ensemble de salles opératoires non identiques, organisées a priori par spécialité chirurgicale. Et finalement, l'étage 3, la phase post-opératoire où on dispose d'une salle de réveil avec un nombre de lits identique. Donc, cette organisation ressemble à celle d'un atelier de production de type flow shop hybride à 3 étages, qui est un problème connu de recherche opérationnelle et qui est prouvé un peu difficile, ce qui veut dire qu'aucun algorithme exact ne peut les résoudre avec les moyens de calcul actuels. Donc, pour les objectifs que nous avons considérés, donc, dans un premier temps, la minimisation de la moyenne des temps d'attente des patients et la minimisation de la plus grande durée d'hospitalisation. Donc ici, il s'agit d'un problème biobjectif. Pour les méthodes de résolution classiques, donc dans la littérature, il existe une panoplie de méthodes de résolution, donc dans 3 familles principales, les méthodes exactes, les méthodes hybrides et les méthodes approchées. Donc pour notre travail, donc, nous avons opté pour des algorithmes génétiques qui font partie de la famille des algorithmes évolutionnaires et la recherche à voisinage variable qui fait partie de la famille de la recherche locale. Donc pour les algorithmes génétiques, le principe est de s'inspirer du processus de reproduction dans la nature. Donc, on a un chromosome qui représente ici notre solution. Ce chromosome est représenté sous forme d'un vecteur avec des gènes. Donc, ces gènes, c'est des structures de données qui vont représenter les informations relatives à un patient lors de son passage à l'unité de chirurgie ambulatoire. Donc, par exemple ici, le gène 5, c'est les informations relatives au patient 5 qui passent dans le centre de chirurgie. Donc, par exemple, on aura son affectation à un lit en étage 1, la durée en étage 1, le temps de début et de fin en étage 1, et ainsi de suite pour le reste des étages. On a également les astérix, qui sont des symboles de séparation, qui vont nous permettre de distinguer les patients qui appartiennent à la même spécialité chirurgicale. Donc, une fois la représentation de solutions trouvée, on passe vers les opérateurs génétiques. Donc, dans un algorithme génétique, il existe 3 opérateurs génétiques. La sélection, qui consiste à choisir les individus qui vont se reproduire par la suite. Le croisement, qui consiste à prendre des parents et de créer des enfants, donc la reproduction. Et finalement, la mutation, qui consiste à altérer un gène dans un chromosome pour créer de nouveaux éléments. Donc, pour la sélection, nous avons choisi la sélection parent, qui consiste donc à choisir les individus possédant la meilleure valeur de la fonction fitness. Ici, la fonction fitness est la somme pondérée des 2 fonctions objectives que nous avons
que nous avons vu précédemment. Le croisement en 2 points consiste à prendre 2 points pivots à partir des 2 parents, donc des points pivots, et d'interchanger le matériel génétique entre les 2 points pivots afin de créer les enfants. Donc ici, la seule condition est de prendre, les pivots doivent être obligatoirement des symboles de séparation pour éviter de mélanger les patients des différentes spécialités chirurgicales. Et finalement, la mutation, ici, donc, nous avons opté à interchanger la position de 2 gènes choisis aléatoirement. Donc ici, les gènes doivent appartenir à la même spécialité chirurgicale pour éviter de mélanger les spécialités chirurgicales. Et donc, après cette étape, on procède à une réparation pour recalculer les temps de début et de fin aux gènes altérés. Donc, on passe maintenant à notre deuxième approche que nous avons développée. Donc, ici, nous avons utilisé la recherche à voisinage variable, la VNS, Variable Neighborhood Search, qui est une méthode de recherche locale utilisée pour la résolution des problèmes d'optimisation combinatoire. Donc le principe est simple, cette méthode utilise une recherche locale et un changement de voisinage qui nous permet de passer de voisinage d'une voisinage d'une solution vers un autre voisinage. Donc ici le principe est simple, on prend par exemple la solution X. Donc, en utilisant une méthode de recherche locale, on va trouver une meilleure solution X'. À partir de cette solution X', nous allons utiliser une structure de changement de voisinage qui va nous permettre à passer à un nouveau voisinage NK et ainsi de suite. Donc, utiliser une méthode de recherche locale sur le voisinage, trouver de meilleures solutions et changer systématiquement le voisinage, encore une fois, jusqu'à trouver l'optimum global. Donc, pour les structures de voisinage que nous avons utilisées, nous avons opté pour la structure de opt et 3 opt. Donc, la structure de opt, le principe est simple. Il s'agit de prendre 2 patients, donc 2 paires de patients, donc IJ, d'interchanger leur position dans la solution et d'évaluer cette solution. Si la nouvelle configuration est meilleure que l'ancienne, on garde cette solution, sinon on continue le processus. Donc, ce processus est répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amélioration à faire. Pareil pour la structure 3 opt. La seule différence ici est qu'au lieu d'interchanger 2 patients, on interchange un triplet de patients. Pour la recherche locale, donc nous avons opté pour le hill climbing, qui est une méthode de recherche locale qui consiste à prendre une solution, générer les solutions voisines de cette solution, évaluer toutes les solutions voisines, choisir la meilleure solution voisine et qui va devenir la solution courante et ainsi de suite. Donc on va à chaque fois générer une solution, prendre les voisins, prendre la meilleure solution et répéter ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amélioration possible à faire. On passe maintenant vers l'IA et l'ordonnancement des blocs opératoires. Donc, dans la littérature, plusieurs méthodes ont été utilisées pour améliorer l'ordonnancement des blocs opératoires dans 2 familles principales. Donc, la famille de méthodes d'apprentissage supervisé qui sont utilisées pour des fins telles que la prédiction des durées chirurgicales, la prédiction des temps opératoires prolongés, la prédiction d'occupation de lit et ainsi de suite. Donc, plusieurs algorithmes utilisés pour cette fin, tels que le XGBoost, les arbres de décision boostés, les random forest, etc. Pour la deuxième famille, c'est la famille d'apprentissage par renforcement. Donc, pour ce type de méthode, l'utilisation principale est pour l'ordonnancement des interventions. Donc, dans la littérature, on retrouve par exemple l'ordonnancement des interventions urgentes et l'ordonnancement en temps réel. Pour les méthodes utilisées, donc, on retrouve des algorithmes tels que le Q-learning, l'acteur critique, le PPO, le Deep Q-network et ainsi de suite. Donc, pour notre travail, donc, nous avons opté pour une méthode d'apprentissage par renforcement pour résoudre notre problème. Donc, le principe de l'apprentissage par renforcement est simple. Donc, on a un agent qui doit prendre la décision de prendre des actions dans un environnement. Après avoir pris cette action, l'environnement va lui donner une récompense ou une punition selon l'action qu'il a prise. Et l'agent va, à partir de cette récompense, va apprendre à prendre les décisions au fur et à mesure du temps. Donc, il va essayer de maximiser la somme des récompenses. Donc, pour l'algorithme que nous avons choisi d'utiliser pour notre problème, donc nous avons opté pour le Q-learning. Donc, le principe est simple.
Donc l'agent maintient une table Q-table, donc de valeur Q. Cette table va contenir la valeur Q de l'état et de l'action. Donc à partir de cette valeur, l'agent va choisir, à chaque étape va choisir la valeur Q maximale et va recevoir une récompense. Donc cette récompense va être utilisée ainsi que la valeur Q de l'état prochain pour mettre à jour la nouvelle Q-value. Donc ce processus se répète jusqu'à ce que l'agent apprend une politique optimale. Donc, pour les résultats, nous avons développé les différents algorithmes, donc l'algorithme génétique, la recherche à voisinage variable et le Q-learning. Et nous avons testé sur des données générées. Donc, pour les résultats, ici, nous avons pris 3 plannings générés par les 3 méthodes. Pour le premier planning avec l'algorithme génétique, on remarque que on termine à 18 heures, donc le temps d'hospitalisation est assez important, mais néanmoins, les temps d'attente sont moyens. Donc on a ici un temps d'attente important, mais mis à part ça, les temps d'attente sont moyens. Pour la méthode VNS, on remarque qu'on termine à 15 heures, donc la durée d'hospitalisation elle est bien, mais contrairement à l'algorithme génétique, les temps d'attente sont importants. Donc les temps d'attente ici, c'est les vides entre les différentes pentes. Et pour l'algorithme Q-learning, on remarque qu'avec Q-learning, on réussit à trouver un compromis entre les temps d'attente et le temps d'hospitalisation. Donc, on remarque qu'on termine à 15 heures et que les temps d'attente sont moins importants. Voilà, pour conclure, en termes de perspective pour nos travaux, on voudra améliorer les techniques de Q-learning qu'on a utilisées, explorer d'autres techniques avancées telles que les réseaux Q profonds ou le double Q-learning, utiliser des approches hybrides, étudier les combinaisons entre l'apprentissage par renforcement et les algorithmes métaheuristiques, adapter à un environnement dynamique, prendre en charge les urgences par exemple, et la validation dans le monde réel, réaliser des études de validation dans des établissements de santé pour évaluer l'efficacité des algorithmes dans les conditions réelles, et finalement l'étalonnage et la normalisation, établir des benchmarks normalisés et des métriques d'évaluation pour faciliter la comparaison équitable entre les algorithmes de planification. Voilà, merci.